Bonjour à tout le monde. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Il est encore que 59. On va attendre un petit peu avant de commencer. Merci de vous connecter. On voit pas ce que tu On voit pas ce que je projette? Bien. Alors, attendez. Commencer. Est-ce que là, on voit? Oui, super. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran que je projette? N'hésitez pas à crier si ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on démarre ou est-ce qu'on attend encore 3 minutes? peux dire, c'est une question. Oui. Je commence par un propos introductif pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. J'ai donc mes collègues Juliette et Maëlys qui sont avec moi pour soit vous répondre par écrit, soit me transmettre les questions, parce que moi, du coup, comme je vous projette la présentation, je ne vois rien. Mais donc, elles me diront les questions les plus représentatives, peut-être des questions partagées par tous. Et puis voilà, on n'a pas de. Il ne faut pas utiliser l'outil question-réponse parce que pour les personnes qui n'ont pas l'application Teams, cet outil n'apparaît pas. Donc utilisez bien le chat et puis on va essayer de pas trop discuter, mais plutôt mettre vraiment des questions sur ce chat pour pas que les questions soient noyées au milieu d'autres propos. On va enregistrer ce webinaire afin de conserver le replay et de le mettre en ligne sur le site pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui ou qui, si vous devez partir avant la fin ou si les gens se connectent au milieu, etc. Donc, vous trouverez le replay très rapidement sur le site d'Egema dans l'onglet candidature pour que tout le monde puisse avoir ce webinaire accessible. Peut-être je vais commencer doucement. Donc déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés avec nous ce matin. Petit temps pour bien reprendre ensemble l'intérêt et pourquoi et comment participer aux Journées européennes des métiers d'art 2025. On va commencer par quelques rappel peut-être des grandes lignes des GEMA dans l'absolu, parler de cette édition 2025 et quand j'aurai déroulé la présentation que vous avez sous les yeux, je vous partagerai mon écran pour vous montrer une candidature type. Donc je m'inscrirai, je ferai un faux événement pour vous montrer vraiment tout le déroulé de A à Z, ce qui permettra, si vous avez des questions pratico-pratiques vraiment sur la technique ou sur des cas particuliers, de répondre à toutes ces questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat, soit au fur et à mesure, soit à la fin. Enfin, on fera sûrement un peu les deux. Donc, on va faire au fil de l'eau. Voilà. Alors, donc, les Journées européennes des métiers d'art sont pilotées et coordonnées par l'Institut pour les savoir-faire français, pour lequel nous travaillons avec mes collègues présentes. Donc, l'Institut pour les savoir-faire français, qui s'appelait il y a encore peu l'Institut national des métiers d'art, et avant cela, pour ceux qui l'ont peut-être connu, la SEMA, donc Société d'encouragement aux métiers d'art. C'est une association privée, loi 1901, qui a été fondée en 1889. Donc, on est vraiment une organisation non gouvernementale et j'insiste là-dessus parce qu'il y a souvent beaucoup d'amalgames. On ne comprend pas bien si on fait partie du ministère de la Culture ou quelque chose comme ça. Et donc, je tiens bien à repréciser que non, pas du tout. Nous sommes une asso. Et donc, comme tout le monde, nous dépendons de diverses subventions et fonds privés. Mais voilà, c'est pour repréciser ce contexte-là. Donc, notre mission, c'est toujours de soutenir les métiers d'art et les savoir-faire d'exception, quel que soit notre nom. On travaille vraiment pour les métiers d'art. Et quand je dis savoir-faire d'exception, j'entends par exemple les entreprises du patrimoine vivant, mais on ne va pas être sur des métiers de bouche, par exemple, comme on peut lire parfois.
Et donc, pour valoriser tous les métiers d'art et les savoir-faire qui tournent autour, on va avoir un certain nombre d'actions en interne. Là, je vous en ai listé quelques-uns, c'est pas du tout exhaustif, mais voilà, pour des noms qui pourraient vous parler. Donc, le prix Avenir Métiers d'Art, qui est un prix pour les jeunes en formation au métier d'art, par exemple. Le dispositif Maître d'art élève, qui est pour le coup un dispositif du ministère de la Culture, mais qu'on va gérer, nous, en interne, pour le compte du ministère, en fait. Donc, un dispositif de transmission des savoir-faire rares. On a le projet Perdurare qui se tient en ce moment pour définir justement les savoir-faire rares, pour leur donner une définition et pour les valoriser. Donc, c'est tout un projet qui se travaille en consortium. On fait aussi beaucoup de publications et d'études sur le secteur pour avoir de la donnée, des informations, des chiffres tangibles. Donc la dernière en date, qui date de décembre, c'est l'étude Les Éclaireurs, dont je vous ai mis le lien si vous souhaitez aller la consulter. Et je vous ai mis aussi en illustration la couverture de l'étude. En fait, c'est une étude qui a vocation à mesurer le poids économique des métiers d'art en France. Et donc, on a vraiment beaucoup de nouvelles données qui sont très intéressantes et qui montrent que le secteur des métiers d'art pèse assez lourd, représente beaucoup de personnes et beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude d'avoir comme chiffre. Donc c'est une étude que je vous invite à consulter, télécharger et utiliser au quotidien si vous avez besoin de vraies informations chiffrées. On fait aussi beaucoup d'actions et de supports pédagogiques donc pour les jeunes publics qu'on va mettre notamment à disposition des professeurs. Donc, par exemple, on fait des dossiers pédagogiques qu'on donne aux professeurs de collège et bientôt de lycée. On est en train d'en préparer un troisième pour vraiment leur proposer un contenu qu'ils vont pouvoir utiliser en classe selon les parcours de l'éducation nationale. Donc, on leur donne tout un matériel prêt et clé en main pour qu'ils puissent parler des métiers d'art en classe dans les filières générales. Et pour ne plus les citer, les GEMA que vous connaissez sûrement déjà. Mais voilà, ça c'est un petit aperçu des différentes actions sur lesquelles on peut travailler à l'Institut pour valoriser les métiers et vraiment de chaque porte d'entrée, essayer de les mettre en valeur, les connaître, les faire rayonner, etc., etc. Je ne m'étends pas beaucoup plus, on passe au GEMA. Comme vous le savez, donc les Journées européennes des métiers d'art ont été créées en France. C'était les Journées des métiers d'art à l'initiative en 2002. Elles ont été créées à l'initiative de l'Institut. C'est notre événement. Et il faut savoir que c'est une marque déposée et protégée. Donc on a vraiment la propriété de cette appellation, de même que tout ce qui est évidemment logo visuel. Et l'événement est devenu européen en 2012. Donc il se déroule maintenant dans plus de 25 pays chaque année. L'année dernière, on en avait 27 en plus de la France. Ça dépend un peu d'une année sur l'autre, mais globalement, on a beaucoup de pays qui repartent tous les ans ou qui font une année sur deux. Enfin, ça dépend un peu selon si c'est plutôt une ampleur nationale ou plutôt régionale parfois. Je vous invite à consulter si la partie européenne vous intéresse. Tout est dans les bilans. Si vous avez des questions, tout est en ligne, évidemment, dans le bilan des GEMA que vous retrouverez sur le site. Et donc, c'est une manifestation qui se passe tous les ans au printemps, et cette année, c'est la 19e édition. Le thème de cette thématique, de cette édition, pardon, cette année, c'est trait d'union. Donc, notre volonté, c'était de rappeler que les métiers d'art sont à la croisée de beaucoup de domaines, de beaucoup de secteurs, qu'en fait, le métier d'art est un lien vers le territoire, mais aussi vers l'art, la science, le patrimoine, le tourisme, l'économie, la culture, et qu'il s'ancre vraiment dans tout un écosystème très local en général. Et il ne faut pas oublier que voilà, on peut avoir des croisements j'ai envie de dire de filières, mais c'est pas le mot que je cherche, euh, des croisements avec d'autres domaines. Donc les dates, c'est du 31 mars au 6 avril. Ça, je pense que tout le monde l'avait en tête. La région à l'honneur cette année, ce sera la Normandie. Ça fait 4 ans qu'on met une région à l'honneur. Ça nous permet d'avoir un bel axe de communication. Ça change un peu le propos de ce qu'on raconte à la presse aussi. Donc cette année, la Normandie, ce qu'on essaye de faire chaque année, c'est qu'on fait un renfort de programmation. En tout cas, on insiste auprès des participants du territoire pour les inciter à participer. Et ça s'est vérifié dans les chiffres chaque édition. On a un vrai boom des inscriptions dans la région qui est mise à l'honneur, ce qui est assez chouette. Et on a constaté aussi un boom des retombées presse dans la presse quotidienne régionale. Donc on sait qu'on a des vrais temps forts de communication sur les réseaux sociaux, évidemment, mais aussi dans la presse. Donc voilà. Et on fait le lancement officiel national des GEMA 2025 en Normandie. Ce sera le 31 mars, a priori à Caen. Voilà. Alors pourquoi participer?
Pour plein de très bonnes raisons, pour vous inscrire dans un événement qui est national, qui est européen, pour voilà, bénéficier de ce chapeau commun et de cette envergure qui profite à tous, parce que ça fait un gros temps dans la presse, comme je le disais. On a vraiment le son des métiers d'art qui résonne à travers les retombées presse et la communication et les sujets qui sont repris à la radio, à la télé, etc. Donc il y a vraiment un intérêt à faire parler de tout le secteur, à s'élever en tant que collectif. Pour vous, c'est aussi l'intérêt d'aller à la rencontre de votre public au niveau local, des gens qui sont autour de vous, qui veulent venir découvrir votre métier et peut-être partager un peu avec vous ce que ça va être votre quotidien, vos outils, vos techniques. Donc c'est vraiment cet intérêt-là de montrer en tout cas aux gens qui ne vont pas forcément tous être un futur professionnel des métiers d'art ou un futur client, mais ça peut être l'un ou l'autre ou quelqu'un qui aura un peu mieux compris pourquoi les métiers d'art pourquoi on parle de temps long, pourquoi les prix ne sont pas les mêmes que quand on fabrique en Chine, et toutes ces choses qui finalement nous paraissent à nous maintenant évidentes, mais pour le grand public qui ne connaît pas forcément la notion de métier d'art, ça va être une découverte qui peut un peu ouvrir les yeux et les consciences. Les GEMA, c'est aussi une opportunité de vente, puisqu'évidemment, même si c'est pas un événement à but commercial, vous avez tout à fait le droit et on vous encourage à mettre des productions en valeur dans votre atelier quand vous faites des visites. Et donc avoir une petite sélection de peut-être de pièces à premier prix selon vos savoir-faire. Je sais qu'il y a des choses plus ou moins accessibles financièrement, mais pourquoi pas avoir une gamme de prix qui peut être intéressante pour attirer les potentiels achats. Et donc on sait que chaque année, on a environ entre 30 et 40% de ventes pendant l'événement et 40% de prise de contact pour une commande future, un prochain projet avec des clients. Donc ça, c'est à peu près des chiffres qui se restent constants d'une année à l'autre. Là, on vous a remis les chiffres de 2024. Mais voilà, on sait que les GEMA sont une opportunité de vente. Dans les programmations, je vous ai remis quelques exemples de choses qu'on peut proposer. Parce que c'est vrai que les GEMA, initialement, ce sont des portes ouvertes d'ateliers pour faire venir le public à soi et montrer l'intérieur de l'atelier et rencontrer les personnes qui détiennent les savoir-faire. Et puis petit à petit, la programmation s'est étendue avec aussi des manifestations collectives, des expositions. On peut avoir un format salon ou un format marché, par exemple. Ça peut être un château qui accueille un certain nombre de professionnels du territoire alentour. Ça peut être des ateliers d'initiation où vous proposez des vrais temps où les gens s'assoient, vous prenez qu'un groupe de 8 personnes et vous les asseyez autour d'une table pour leur faire découvrir la matière, par exemple. Ça peut être des portes ouvertes dans les établissements de formation pour aller potentiellement trouver de nouveaux élèves, de futurs jeunes intéressés par ces formations. Et ça peut être également des rendez-vous d'exception qui, eux, sont une programmation un peu particulière dans le sens où on s'adresse à des lieux qui ne sont habituellement peu ou pas ouverts. Et j'entends des lieux enfin, des lieux d'exception dont on entend parler, qui ont un côté un peu mythique. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être un phare, ça peut être un atelier de conservation d'un musée, si vous voulez. Il y a ce côté un peu voir le dessous des cartes, aller en coulisses un peu derrière dans les ateliers d'un théâtre, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est une programmation un peu spécifique. Je reviendrai pas forcément dessus, mais juste pour que vous l'ayez en tête. Mais donc l'avantage des GEMA aussi, c'est que dans votre programmation, vous êtes assez libre finalement de proposer ce qui vous convient à vous, ce qui vous intéresse. Je dirais que un peu le minimum syndical, entre guillemets, c'est de proposer au moins une petite démonstration pour que les gens, en arrivant, vous voient faire quelque chose et puis ça peut enclencher la conversation. C'est vrai que le public est parfois un peu timide, donc c'est bien de commencer à raconter en mêlant le geste à la parole. Donc ça, c'est un peu la programmation, disons, la plus simple à mettre en œuvre. Mais après, libre à vous, tout peut s'imaginer. Il y a des circuits qui se font, il y a des choses aussi en live sur les réseaux. On peut organiser quelque chose d'un peu mixte entre le physique et le digital. Voilà, pour le coup, vraiment libre à vous selon ce qui vous plaît le plus. En termes de communication, donc on vous met à disposition le kit de communication comme chaque année. Vous le recevrez dans le mail de validation de votre candidature sur le site. Donc c'est un kit, c'est un zip qui se télécharge automatiquement quand vous cliquez sur le lien. Si jamais ça ne se téléchargeait pas automatiquement quand vous cliquez sur le lien, je vous encourage à changer de navigateur. Parfois, si on est sur Firefox ou Chrome, ça marche pas pareil. Alors ne me demandez pas pourquoi. Mais voilà, il faut peut-être essayer avec un autre navigateur Internet et ça marche mieux en général. Et si vraiment il y a problème, vous nous écrivez. Vous pouvez dans ce kit donc retrouver
tout ce qui est affiche, tous les visuels là que vous voyez globalement sur ma présentation, donc tout ce qui est affiche, bannière pour les réseaux sociaux, tout ce qui va être flèche directionnelle pour si vous voulez imprimer, mettre dans la rue des flèches un peu visibles. Vous avez des éléments graphiques, vous avez encore sûrement plein de choses que j'oublie. Il y a une affiche personnalisable notamment où vous avez toute une partie de texte que vous pouvez modifier vous-même. Et donc ces supports sont disponibles en général en PDF, en format InDesign, mais vous avez aussi, pour les personnes qui n'auraient pas justement les outils comme InDesign pour modifier, on a un format d'affiche personnalisable que j'ai nommé, je crois, facile dans le dossier pour qu'on la trouve facilement. Et pour le coup, c'est juste un PDF où c'est comme un formulaire, on peut remplir son texte et l'imprimer tel quel sans avoir aucun outil numérique particulier. Donc ça, c'est assez utile pour tous. Donc après, bon, bah, c'est un peu du bon sens, mais je vous ai remis les quelques informations ici pour bien communiquer, voilà, rendre visible votre atelier parmi les programmations alentours. Donc communiquer sur les devantures, autour de vous à la mairie, à l'office du tourisme, partager sur les réseaux sociaux, évidemment. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le hashtag, ça va être GEMA25 ou 2025. Et puis voilà, nous, on fera aussi beaucoup de communication de notre côté et puis on partagera des choses qu'on voit dans vos programmations et vos publications, je voulais dire. Pour les publics qui viennent au GEMA, bon, je vous apprends rien, ça va être plutôt le grand public, beaucoup des familles. On a un peu des enfants aussi, c'est pour ça que moi je vous encourage souvent à proposer des animations spécifiques pour le jeune public. Je trouve que ça fait venir les familles parce que les parents cherchent des choses à faire avec leurs enfants. Donc si vous savez qu'en général vous avez un temps creux, je dis n'importe quoi, si vous avez un temps creux le dimanche matin de 10 à 11, bah, c'est peut-être l'occasion de proposer dans votre programmation de dire porte ouverte tout le week-end, mais le dimanche matin de 10 à 11, je fais un atelier spécifiquement pour les enfants 8 à 10 ans, 10 personnes maximum, réservées en m'écrivant un mail, et puis on fera un atelier d'initiation. Vous voyez, ça peut permettre de remplir un peu les jauges et de toucher des jeunes et donc aussi des parents. Mine de rien, les parents viennent toujours quand on a des enfants. On peut évidemment faire des choses pour les scolaires en semaine. Et il faut aussi penser au public en situation de handicap. On a ajouté depuis un an ou deux une mention pour l'accessibilité de votre événement. Donc, si c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite, si pour les personnes, je sais pas, malvoyantes, malentendantes, etc. Il y a une petite fiche qui vous résume, si vous avez besoin, un peu les différents logos, les différents handicaps, etc. Les candidatures, donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet, elles sont ouvertes depuis lundi, donc le 10 février, et elles le resteront jusqu'à la date des GEMA. Donc vous avez largement le temps pour vous inscrire, même si on est dans un calendrier un petit peu retardé pour le moins par rapport à d'habitude. Cependant, plus vous vous inscrivez tôt, je dirais, plus il y a de chances qu'on communique sur votre événement dans tout ce qui va être dossier de presse, communiqué de presse sur les réseaux sociaux, et même pour vous, sur vos réseaux à vous, il y aura plus de temps pour qu'on puisse partager et que vous puissiez toucher votre communauté que si vous vous inscrivez à la veille des GEMA. Néanmoins, vous pourrez le faire si jamais vraiment voilà, vous vous en rendez compte last minute, il n'y a pas de problème pour ça. Nous, on validera les candidatures à l'Institut. Il n'y aura pas cette année de présélection en région par souci d'efficacité. Comme je disais, on est dans un calendrier qui est un peu serré cette année. Donc, nos coordinations régionales qui nous accompagnent comme tous les ans vont plutôt se concentrer sur vous accompagner et faire de la communication en région. Mais voilà, elles vont être épargnées de la présélection des candidatures pour qu'on puisse aller plus rapidement pour chacun. Les fiches seront mises en ligne au fur et à mesure de leur validation. Donc, quand moi, je vais valider une candidature, vous la verrez apparaître a priori entre le jour même et le lendemain sur la cartographie des GEMA, sur le site à l'onglet Programme. Pour l'instant, la carte n'est pas en ligne parce qu'on n'a encore rien validé, donc ça devrait être le cas sous peu, mais voilà, ça va se remplir doucement, progressivement. Et donc, il n'y a que les rendez-vous d'exception dont je parlais tout à l'heure qui seront mis en ligne tous d'un coup le 17 mars. Ça, c'est pour des raisons d'inscription, comme les rendez-vous d'exception. Il y a souvent très peu de jauges. Si j'ai que 5 places un mardi matin pour visiter les ateliers du Moulin Rouge, par exemple, bon, bah, ça va être assez vite pris d'assaut. Donc, on met tout en ligne d'un coup pour qu'il y ait un peu un top départ. Pour ce qui est des horaires demandés, comme d'habitude, là, rien ne change. Si vous êtes un professionnel qui ouvre ses portes, on vous demande de participer à minima le samedi et le dimanche de 10 à 18. Pour une manifestation, à minima le samedi et le dimanche,
horaire libre. Et pour les établissements de formation, c'est libre, ça peut être n'importe quand dans la semaine. Je vous ai mis 2 ressources utiles, à toutes fins utiles. Le règlement des GEMA 2025. Si vous avez le moindre doute, la moindre question technique, je vous invite à aller voir le règlement. Alors, il fait un certain nombre de pages parce qu'il détaille tout bien, mais il détaille tout bien. Et je le sais parce que c'est moi qui le reprends tous les ans. Donc là-dessus, vous avez vraiment l'intégralité des informations dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à le consulter, à le parcourir, c'est fait pour ça. Et puis en dessous, je vous ai remis le lien de l'onglet candidature pour aller vous inscrire. Pour parler du sujet un peu nouveau cette année, donc comme vous le savez sûrement, les GEMA sont dans un contexte particulier, car pour la première fois depuis 19 éditions, nous n'avons pas de financement, ni public ni privé pour les GEMA. Et donc, nous avons longtemps hésité à annuler l'édition ou pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est aujourd'hui déjà en février, que d'habitude on se parle bien plus tôt. Euh, donc on a assez longtemps hésité. Notre conseil d'administration de l'Institut a finalement décidé de maintenir les GEMA, mais en demandant un frais de participation aux personnes qui candidatent, parce que on a vu avec l'annulation au moment du Covid en 2020-2021 que ça avait été un gros manque pour tout le secteur et qu'il y avait eu beaucoup de tristesse, disons, à l'annulation de l'événement. Donc on n'a pas voulu à nouveau annuler parce qu'on trouve que c'est vraiment euh, dommage pour tout le secteur, en fait, que c'est un événement qui fait du bruit et qui a une vraie force. Et donc l'annuler, c'est jamais être sûr que ça va pouvoir reprendre place l'année d'après, c'est laisser une place vide quelque part. Donc voilà, ce choix a été fait. Je sais que certains en sont mécontents, je sais qu'il y a de l'incompréhension et je le comprends tout à fait. On a essayé d'appliquer les tarifs les plus modérés possibles. Donc ce sera 15 € TTC pour les professionnels, 60 pour les manifestations et 25 pour les établissements de formation. Ce paiement, il s'effectue à la fin de la candidature, mais je vous montrerai tout à l'heure quand je ferai moi-même une candidature test. Ce sera demandé donc une fois que vous avez enregistré votre profil et votre événement, et du coup, ça sera corrélé au profil que vous choisissez. Je tiens à vous rassurer tout de suite que le nombre de professionnels qui participent à votre événement, si vous faites un atelier où il y a plusieurs personnes qui viennent ou si c'est une manifestation collective, ça n'influera pas ce paiement. Vous ne paierez qu'une fois et pas 15 s'il y a 15 professionnels. En revanche, on est sur un paiement par événement. Donc, si vous êtes un porteur de projet, par exemple une collectivité, et que vous organisez 2 événements dans 2 lieux distincts, ça peut être à la salle des fêtes et ailleurs. euh, eh ben, il faudra payer 2 fois parce que c'est 2 événements, donc 2 fiches qui vont être modérées sur le site et qui vont avoir 2 points géolocalisés sur la carte. Le paiement, il se fait en carte bleue, c'est le plus simple si vous voulez pour un dépôt immédiat de la candidature. Maintenant, pour tous ceux qui ne pourraient pas payer par carte bleue, vous pouvez nous écrire à l'adresse contact et l'adresse finance de l'Institut que je vous ai bien mis là pour demander une facturation. Ça sera du coup forcément dans un temps plus long parce qu'il faut que nous, derrière, en interne, on traite toutes les demandes de devis et de factures et qu'on on les fasse passer avant de pouvoir valider votre candidature. Donc, ça sera forcément dans un second temps. Mais voilà, c'est en tout cas possible. Je tiens à rappeler que du coup, toute candidature, c'est parce qu'on peut déposer une candidature et s'arrêter là et ne pas payer. Si vous voulez, vous pouvez revenir plus tard pour faire le paiement, mais je tiens donc à rappeler que toute candidature qui sera déposée sans qu'il y ait un paiement à coller ne sera pas prise en considération. Nous, on voit de notre côté, du côté modération, on peut bien voir si le paiement a été effectué ou non. Et pour celles qui feront une facturation, moi, je noterai que le paiement a été effectué dans un second temps. Donc voilà, on pourra voir ça. Et évidemment, vous recevrez une facture immédiate si vous payez par carte bleue et une facture différée si on vous fait une facture. Mais du coup, tout le monde aura bien une facturation. Voilà, j'espère que je suis claire. Je ne sais pas si on a déjà des questions peut-être à Il y traiter. a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions, d'accord. Alors, Est-ce on que va tu faire peux un pas point les de traiter? pause. Je peux déjà répondre à des choses? Ok. Euh,
Quel est le contact si on a un problème de connexion sur le site des GEMA? À qui est-ce qu'on écrit? Si vous avez un problème de connexion sur le site des GEMA, je pense que le mieux, c'est l'adresse contact que vous voyez là, contact@journéedesmétiadart.fr. Globalement, pour beaucoup de demandes, ce sera votre meilleure adresse. Voilà. Si on a un réseau qui regroupe plusieurs artisans qui souhaitent participer au GEMA en s'inscrivant en tant que collectif, mais ils souhaitent proposer un parcours de visite de plusieurs ateliers dans la ville, ils ont lu dans le règlement qu'il fallait avoir une adresse unique pour inscrire un événement. Est-ce qu'il faut... Enfin, pouvez-vous me confirmer que proposer un parcours de visite est possible? Alors, si vous voulez faire un parcours de visite ou un circuit, il y a deux options qui s'offrent à vous et je vous laisserai choisir entre les deux selon ce qui vous semble le plus pertinent. Soit vous faites un point sur la carte par adresse du parcours de visite pour bien dire il y a cet atelier, il y a cet atelier, et vous écrivez dans chaque description qu'un circuit sera proposé au départ de telle adresse, à telle heure, etc. Soit vous faites l'inverse, vous faites une seule fiche au lieu du départ et vous écrivez bien dans la description tous les lieux et étapes du circuit pour que ce soit très clair pour tout le monde. C'est un peu à votre convenance. De toute façon, un peu comme chaque année, c'est vrai que les circuits, il n'y a pas une solution euh, clé en main. Donc c'est un peu selon ce que vous préférez, selon ce qui vous semble plus clair pour le public en fait. Parce que un public qui se rend sur votre ville par exemple, soit il voit tous les ateliers et il se dit ah bah il y a plein de choses, donc il peut s'y rendre séparément en plus du circuit. Soit vous vous dites que vraiment vous voulez faire que le circuit en amenant les gens et du coup vous faites un seul événement. Donc ça c'est pour le coup libre à vous. Comment intégrez-vous les organismes de formation privés? Tout ce qui est établissement de formation, c'est que ce soit privé ou public, c'est la catégorie établissement de formation. Pas de problème pour ça, vous choisirez l'établissement de formation dans la candidature. Je vous montrerai tout à l'heure dans les profils. Sera-t-il possible de payer par mandat administratif pour toutes les administrations publiques? Bonne question. Bah là, normalement, c'est ce qui rentre dans le cadre de C'est ce Chorus. qui rentre dans le cadre de Donc, Chorus Pro, c'est ça, hein, oui. mandat administratif. Écrivez à Contact Copie Finance et ce sera traité par nos équipes finance. Quel est le pays mis à l'honneur cette année au-delà de la Normandie qui reste française? Tout à fait, c'est vrai que, pardon, je ne l'ai pas précisé. Donc cette année, on met la Normandie à l'honneur en France et d'ordinaire, on met chaque année un pays à l'honneur. Cette année, faute de financement, faute de temps, on n'aura pas de pays à l'honneur parce que voilà, on est tard dans le calendrier, comme je l'expliquais. C'est moi qui m'occupe aussi de l'Europe et donc du pays à l'honneur et je ne vous cache pas que là, on est un peu court et voilà. Donc on n'aura pas de pays à l'honneur cette année, malheureusement, mais on espère pouvoir reprendre ce rythme l'année prochaine. Est-il possible, lors du paiement en ligne, d'éditer une facture? Oui, et comme je disais, vous aurez une facture immédiate. Si c'est par carte bleue, vous recevrez un mail avec la facture et différé si c'est via notre service finance. Bonjour, nous sommes un musée et nous ne savons pas dans quelle catégorie nous inscrire. Nous ne rentrons dans aucune case. Comment faire? Alors, un musée, très souvent, c'est dans la catégorie des manifestations collectives, ou en tout cas enfin, des porteurs de projets. Vous verrez quand vous remplissez le profil porteur de projet, vous avez tout ce qui est relatif au musée aussi dans les structures porteuses. Il n'y a pas de problème pour ça. En fait, c'est vrai que manifestation collective, c'est un peu trompeur comme appellation. C'est plutôt que votre profil, c'est d'être un porteur de projet, si vous voulez. Donc, ça peut être à la fois dans une collectivité publique ou une institution culturelle privée ou un monument ou une association professionnelle, par exemple. Ça regroupe plein de choses. Mais voilà, faut penser que dès qu'on n'est pas une porte ouverte d'un atelier, on est dans la catégorie manifestation collective, entre guillemets. On a un centre de formation qui souhaite savoir s'il est possible d'accueillir un jour de semaine et Oui, sans être ouvert le week-end. oui, pour les établissements de formation, il n'y a pas de contrainte horaire, donc vous pouvez accueillir quand vous le souhaitez. Une personne qui pose la question du devis en PDF afin de générer un numéro d'engagement. Donc là, il faut écrire à Oui, pour tout ce qui est devis, ce sera du coup à l'adresse que vous avez sous les yeux pour la facturation. Donc mettez bien les deux adresses, hein, s'il vous plaît, et contact et finance, pour qu'on puisse suivre. Est-ce que les rendez-vous d'exception seront validés au niveau national comme les autres années? Oui, les rendez-vous d'exception, comme d'habitude, pas de changement. Ce sera géré au niveau national directement avec les structures. Donc, si vous avez des propositions de rendez-vous d'exception, pareil, vous pouvez écrire à la boîte contact journéedesmétiadart.fr et on vous répondra en ce sens. Alors, comment ça se passe pour les établissements nationaux dont plusieurs sites souhaitent participer au GEMA pour le paiement de l'inscription? Alors, ça va dépendre de quel établissement national on parle, mais effectivement, on a certaines têtes de réseau qui nous ont déjà fait savoir qu'elles souhaitaient prendre en charge la participation financière de tous leurs ressortissants.
Donc ça, il faudra voir avec votre tête de réseau, puis ensuite que eux nous contactent et qu'on voit ensemble, mais c'est possible. On a par exemple la, je vais y arriver, pardon, les manufactures nationales, donc du mobilier national et de Sèvres, qui nous ont dit qu'ils prendraient en charge l'inscription de tous leurs lieux sur la France. Il y en a une dizaine qui participent au GEMA. On fera une seule facture à la tête de réseau, vous voyez. Donc ça peut être reproduit selon votre réseau. Donc je vous invite à vous rapprocher de la tête parce qu'ils ont peut-être déjà discuté avec nous et ensuite avec nous, sinon si besoin. Dans le cas d'un paiement via Chorus, est-ce qu'il y aura un délai possible pour la mise en paiement de la facture ou est-ce que le paiement doit intervenir avant les Gmail? Bonne question. Je vous avoue, sur cette partie financière, je suis un peu moins experte. Je pense que ce sera possible dans la mesure où la facture aura été émise. Maintenant, je vous invite à poser la question aux services finances. Ils sauront mieux vous répondre que moi. Je suis désolée. Des personnes qui ont organisé leur manifestation de leur côté parce qu'ils n'avaient pas eu vent de l'ouverture des GEMA. Mhm, C'est un événement qui est programmé sur 3 semaines, dont une semaine dédiée à la visite des ateliers d'art de la ville. mhm. Est-ce que la manifestation peut être validée dans sa globalité ou simplement pendant la semaine officielle? Et ils ont travaillé à leurs outils de communication. Est-ce qu'ils pourront afficher notre logo enfin, le logo officiel sur leur support? Hmm. Alors, plusieurs questions en une. On a parfois des événements qui dépassent les dates des GEMA, qui s'inscrivent à la programmation. Pour moi, ça pose pas de problème. On peut. Alors, pour le coup, les dates sur le site des GEMA sont. Il y a que les dates de la semaine des GEMA. Donc, je pourrais pas vous inscrire votre fiche sur 3 semaines parce que par défaut, j'ai que la semaine des GEMA. Mais on peut inscrire l'événement sans problème. Pour ce qui est de la communication, on a quand même la charte graphique à respecter, donc on pourra s'en parler peut-être plus tard, mais à minima, ce qui peut être bien si vous avez déjà un visuel, c'est de mettre les deux visuels à côté. Ça reste le plus simple pour bien rappeler que vous avez votre événement et que vous participez aussi au GEMA et que donc visuellement, dans l'espace urbain, si vous voulez, euh, le public comprenne que ça fait partie des GEMA et que s'il voit l'affiche ailleurs, il y a d'autres événements. Voilà. Je sais que l'affiche, c'est souvent un sujet pour beaucoup de manifestations qui ont leur propre identité, mais ce que j'aime bien rappeler, c'est que on s'inscrit au GEMA pour participer à un événement collectif et il faut que cet événement collectif, il ait une seule date, enfin une seule semaine de date et un seul visuel si on veut que ce soit cohérent et si on veut que ce soit compréhensible aux yeux du grand public. Si on veut vraiment frapper fort et faire du bruit, on est obligé d'avoir quelque chose d'un peu cohésif. Et donc, si chacun a son visuel, moi, j'ai rien contre vos visuels en tant que tels, c'est juste que du coup, on perd ce fil connecteur qui relie tout le monde ensemble. Et donc, pour moi, l'affiche est vraiment importante dans ce sens-là. Donc, à minima, ce que je vous demande, si vous avez un visuel que vous souhaitez à tout prix apposer, c'est de mettre aussi l'affiche visuelle Gemma à côté, sachant que vous pouvez la personnaliser, comme je le disais tout à l'heure, il y a un format où vous pouvez écrire les GEMA à telle ville, dans tel lieu, tel jour, telle heure. Enfin voilà, vous avez des champs personnalisables. Vous pouvez apposer une bande de logos régionaux. D'ailleurs, il y a certaines régions aussi, il y a certaines coordinations régionales qui vous mettent à disposition leur affiche aussi avec la bande de logos régionale pour que vous l'utilisiez. Donc voilà, je vous demande à minima de jouer ce jeu-là. Comme je le disais, les GEMA, ce sont une marque déposée, donc vous ne pouvez pas autrement utiliser le nom et les visuels à tort et à travers sans notre autorisation. Pouvez-vous nous préciser la communication que vous ferez de votre côté pour valoriser les événements sur le territoire, réseaux sociaux, presse, communiqué de presse? Oui, alors on travaille avec une agence de relations presse, notamment pour tout ce qui va être communiqué de presse, dossier de presse, etc. Donc là, on a déjà fait partir un communiqué de presse d'annonce pour annoncer que les GEMA se tiennent, les dates, le thème, etc. auprès de la presse. Leur travail est très précieux et utile parce qu'on fait des documents à la fois en région, dans chaque région, et à la fois au niveau national. Donc c'est vrai que ça se ressent énormément sur les retombées presse cumulées qu'on a chaque année. On sait que les GEMA, c'est à peu près 75% des retombées presse dans la presse quotidienne régionale. Donc c'est vraiment au plus local, près des événements. Ensuite, pour tout ce qui va être communication, on a une campagne de réseaux sociaux, enfin de publication sur les réseaux sociaux. On va avoir un passage de spot de pub gracieux sur France TV, France Télévisions. Et on est en train de voir pour d'autres partenariats médias ce qui va être possible de faire ou pas cette année. Je vous cache pas que comme cette année, on a un problème de financement assez majeur, le plan de communication sera moins étoffé que d'ordinaire, mais ça n'empêche pas qu'on va faire beaucoup de choses et tout ce qui est en notre possible aussi pour avoir des partenariats plus ou moins gracieux et plus ou moins présents par rapport à d'habitude. Mais voilà, on y travaille. Je vois à minima samedi et dimanche. Est-il possible de ne faire qu'une journée pour la catégorie manifestation?
Alors en théorie, non. En théorie, il faut participer le samedi et le dimanche. C'est un peu le prérequis des GEMA dans la mesure où c'est le moment où le public est en week-end et donc vient se balader. Maintenant, si vous avez des cas particuliers, vous pouvez écrire à l'adresse contact, encore une fois, et nous exposer votre sujet et on verra selon les différents cas de figure. Nous avons pour habitude de proposer un rendez-vous d'exception le samedi de 10h à 18h. Nous sommes un centre d'art contemporain. Quel tarif s'applique pour l'inscription? Alors, j'imagine que ça sera du coup la catégorie porteur de projet, donc je dirais 60 euros. Mais il faudra voir selon votre inscription, mais je pense que ce sera la deuxième catégorie. Confirmez-vous qu'une boutique collective doit payer 60 euros alors qu'elle ne recevra pas plus d'artisans pour les GEMA? Oui, enfin je crois. Je comprends pas bien la question de Je pense que recevoir c'est plus genre, d'argent. Ah, ben, ça va dépendre en fait de la programmation qui est proposée. Ouvrir la boutique, c'est bien, mais effectivement, il faudrait qu'il y ait quelque chose en plus avec soit une démonstration de quelqu'un, soit, je sais pas, une vente éphémère qui a pas date d'ordinaire ou quelque chose d'un peu plus pour expliquer les savoir-faire, que ce soit pas juste une boutique vide. Maintenant, je dirais que c'est pas un atelier, donc pour moi, c'est plutôt porteur de projet, la seconde catégorie. En fait, je réfléchis en sens inverse. Je me dis tout ce qui n'est pas porte ouverte dans un atelier, c'est l'autre catégorie. Voilà. Aurons-nous la possibilité de revenir modifier le programme une fois l'événement enregistré? Modification d'horaire. Très bonne question. Alors, quand vous soumettez l'événement et qu'il va être en attente d'acceptation, vous ne pouvez pas le modifier le temps qu'on le valide. Une fois qu'il va être validé, vous pourrez revenir et modifier effectivement si vous avez une personne inscrite à enlever ou à rajouter, si vous avez une modification dans la programmation ou les horaires, ça c'est possible, pas de problème. Donc, une fois que c'est validé, vous verrez, vous pouvez vous reconnecter à votre compte et vous verrez que vous avez un petit bouton modifier qui apparaît. Alors, dans le cadre où un territoire dépose un dossier comme un porteur de projet, plusieurs de ces communautés de communes organisent dans leur ville un fléchage entre les différents artisans sollicités pour les GEMA. Dans ce cadre, comment est définie la candidature et quel montant sera à payer au final? Oula, pardon, j'ai pas compris. Alors, un territoire dépose un dossier comme porteur de projet, donc, et plusieurs de ces communautés de communes organisent dans leur ville un fléchage entre les différents artisans sollicités pour les GEMA. Donc, quel est le format de candidature et quel montant sera payé au final? Bonne question. Enfin, idéalement, il faudrait que chaque atelier qui ouvre ait un point sur la carte si on veut que ce soit très clair comme pour le fléchage. Maintenant, ça peut être aussi un événement collectif qui regroupe le tout, mais vous aurez qu'un seul point sur la carte. Donc là aussi, hein, c'est un peu l'idée du circuit dont on parlait tout à l'heure. C'est un peu au choix selon ce qui vous semble le plus pertinent. Et je vous enjoins, quelle que soit la solution que vous prenez, à vraiment avoir une description la plus claire possible, parce que la description que vous écrivez sur le site, c'est ce qui va apparaître ensuite sur la cartographie pour le public. Donc vraiment, il faut que ce soit clair, parce qu'on sait que sinon, on perd des flux de visiteurs et c'est dommage. Donc, un peu à vous de gérer, pour le coup, selon ce que vous préférez comme fonctionnement. Est-ce qu'un événement dans un atelier avec des artisans invités est considéré comme une manifestation collective? Non, parce que c'est dans un atelier, donc c'est la première catégorie, c'est un professionnel qui ouvre son atelier, et vous pouvez rattacher des personnes aussi quand vous êtes un professionnel, vous pouvez avoir des invités. Pour le paiement par virement, où est-ce que les personnes peuvent trouver notre RIB? Et ben, on vous l'adressera dans la facture. Une candidature peut-elle être refusée? Dans ce cas, y a-t-il un remboursement du paiement effectué? Oui, bonne question aussi. Effectivement, c'est une candidature, donc il peut y avoir des refus de candidature. Je vous cache pas que c'est assez rare, hein. On est surtout sur un refus quand il y a des personnes qui n'ont pas compris ce que sont les métiers d'art et on a souvent, par exemple, des artistes qui s'inscrivent ou enfin voilà, des choses qui ne rentrent pas dans le scope de l'artisanat d'art. Alors, loin de moi, enfin, j'ai rien contre les artistes, hein, mais les GEMA sont vraiment faites pour valoriser les métiers d'art et les professionnels des métiers d'art. Donc, tout ce qui est art, ça ne rentre pas dedans. Donc, dans ces cas-là, par exemple, on va refuser la candidature. Euh, il peut y avoir d'autres cas de figure, mais là, j'en ai pas en tête comme ça. Mais donc, c'est quand même assez rare. Maintenant, effectivement, si on refuse une candidature, dans la mesure où on paye un frais de candidature pour que la fiche soit modérée et que
et qu'on la traite, eh ben, on ne pourra pas avoir un remboursement parce qu'on a quand même traité la fiche et elle aura été modérée. Et Alors, un pays d'art et d'histoire qui organise une manifestation, mais à l'échelle de tout le pays d'art et d'histoire, soit 49 ouais. communes. Ils font des ouvertures d'ateliers, donc sur plein de lieux différents, comme chaque artisan ouvre son atelier. L'an dernier, ils avaient fait une seule candidature sur le site, car ça correspond à une manifestation pour eux. Mhm. Comment font-ils pour le paiement et est-ce qu'ils payent quand même 60 €? Ben, si c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière, vous pouvez refaire pareil, refaire une manifestation et du coup ce sera 60 euros. C'est un peu le même cas de figure que les autres abordés précédemment. Soit vous faites une grosse fiche, soit vous faites plein de petits points. C'est selon votre préférence, mais si vous avez fait une grosse fiche l'année dernière, vous pouvez faire la même chose. Pour moi, c'est pas de problème. Une personne qui s'est inscrite hier et qui n'a pas vu où et comment payer, comment faire pour y revenir et régler les Oui. 15 €. Bah, j'y viendrai peut-être après. Je vais du coup faire un peu le tuto pratique de comment s'inscrire, donc je vous montrerai en temps réel tout à l'heure. En tant que collectivité locale, nous organisons un parcours de visite et une conférence. Doit-on donc payer 2 fois? Un parcours de visite et une conférence. Un peu le même cas de figure. Si c'est deux lieux différents, vous pouvez faire 2 points sur la carte et donc payer 2 fois. Si ça vous semble compréhensible et assez facile à mettre en œuvre, vous pouvez aussi faire une seule fiche qui explique bien les deux en mettant bien l'adresse de la conférence si c'est pas la même adresse que l'adresse du départ. Je dirais que le cas d'école, c'est quand même de faire 2 points différents parce que si c'est deux lieux géographiques distincts, il faut qu'on ait les points sur la carte. Notamment aussi parce que nous, quand on comptabilise les événements, on compte en fait avec le nombre de lieux renseignés. Donc si on a une manifestation qui regroupe 3 adresses, ça va être un peu plus compliqué pour compter les événements, mais voilà, encore une fois, là, c'est votre choix et vous prenez la responsabilité de la clarté de votre fiche. Donc, si vous pensez que c'est faisable comme ça, vous pouvez le faire. Nous réalisons des outils de communication pour notre communication locale. Est-ce qu'on doit vous faire valider cela? Oui, tout ce qui est, du coup, tout ce qui est déclinaison de la fiche, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse contact pour faire valider le BAT de votre affiche, donc le bon à tirer. Vous retrouvez tout ça dans la charte graphique. Et en combien de temps est-ce que les demandes sont traitées? Car il y a la question de l'impression pour support Oui, papier. eh ben, on essaye d'aller au plus vite. Après, je vous cache pas qu'on n'est pas énormément, donc on fera au mieux. Mais normalement, je crois que dans la charte graphique, on vous demande de nous laisser un délai de 5 jours au maximum pour qu'on ait le temps de voir et traiter votre email. On essaye d'aller plus vite si on peut. Mais voilà, ça va dépendre un peu de la période. C'est vrai que si on reçoit énormément de mails d'un coup, il y a forcément un peu plus un flux à traiter qui va prendre un peu plus de temps. Pour une collectivité, est-ce que des exposants peuvent ne pas être acceptés si le SIRET ne correspond pas au métier d'art? Si le SIRET ne correspond pas au métier d'art, ben, du coup non, parce qu'a priori c'est qu'ils ne sont pas métiers d'art. Donc à moins qu'il y ait un gros cas particulier, mais comme je le disais, l'idée dans les GEMA c'est de valoriser les métiers d'art. Donc si vous avez dans vos communes des artistes, un artiste peintre qui a une galerie, bon ben, j'ai rien contre lui en tant que personne, mais malheureusement il n'est pas professionnel des métiers d'art, donc il ne peut pas participer au GEMA. Voilà. Une personne qui s'est inscrite hier et qui va participer ailleurs, pas dans son atelier, est-ce qu'elle doit payer 2 fois les 15 €? Eh bien, ça va dépendre du cas de figure. Si vous ouvrez votre atelier, donc vous faites votre fiche pour votre atelier, c'est 15 euros. Mais après, si vous êtes rattaché dans l'événement de quelqu'un d'autre, c'est ce quelqu'un d'autre qui va prendre en charge l'autre événement. Donc, à moins que vous fassiez 2 fiches. Si vous faites 2 fiches, c'est vous qui payez effectivement 2 fois. Mais si vous êtes rattaché, que ce soit chez un professionnel ou dans une manifestation collective, ce ne sera pas à vous de payer, ce sera à la personne qui inscrit la fiche. Dans quel délai la candidature pourra-t-elle être traitée après son dépôt? Eh bien, le délai de traitement, encore une fois, c'est pareil, on n'est pas énormément, mais on va faire au mieux et au plus vite. Donc, j'espère très rapidement. Je ne peux pas vraiment vous dire de délai parce que ça va dépendre. Là, sûrement qu'au début, je vais en avoir progressivement, et puis d'un coup, je vais avoir un très gros flux de candidatures à traiter d'un coup. Donc, je vous cache pas que ça va dépendre des semaines. Je peux pas tellement vous dire. Peut-être que certains auront de la chance et leur candidature sera traitée en un jour. Peut-être que d'autres, ça sera 2 semaines. Je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Mais vous recevrez bien tous les mails automatiques, en tout cas, dès que votre fiche change de statut, pardon. Si elle est mise en attente, mise en brouillon, validée, refusée, vous recevez un mail, quel que soit le cas de figure. Donc, vous serez bien tenu au courant au fur et à mesure. La CMA PACA qui organise un salon des métiers d'art au Beau-de-Provence avec plus de 40 exposants, Oui. est-ce qu'on confirme que la manifestation ne sera visible sur le site qu'une fois le paiement effectué?
Eh bien, pas forcément le paiement effectué, mais à partir du moment où la facture sera émise et que, en gros, la boucle de facturation est lancée, je pourrai valider la fiche et elle sera mise en ligne. Ouais. Y aura-t-il une carte des établissements participants? Oui, bien sûr, il y a une cartographie. En fait, le programme, c'est une cartographie hein, sur le site des GEMA, l'onglet programme. Bon, là, vous pouvez pas le voir en ce moment, mais oui, oui, tout est au format carte. On peut se balader et voir près de soi tous les événements. Une autre question sur le paiement. Pour une collectivité territoriale qui ne peut payer que par mandat administratif et une fois le service fait, donc la manifestation passée, D'accord. est-ce que c'est possible? Eh bien, j'imagine que oui, 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 faudra bien nous le préciser peut-être dans le mail pour que, à la fois, du coup, le service finance de l'Institut s'occupe de la partie facturation, mais que moi, je sache qu'il faut que je vous valide l'événement en amont. Enfin, voilà, c'est d'où l'importance de mettre les deux adresses, en fait, aussi, c'est qu'on ait les deux infos en même temps. Donc, précisez-nous tout bien dans votre mail et on va traiter ça. Je compte ouvrir mon atelier et inviter une ou deux collègues. Est-ce que mes invités doivent objectivité à titre principal? Alors, ça dépend. C'est vrai qu'en théorie, les GEMA, c'est pour les professionnels qui exercent à titre principal. Maintenant, j'entends que parfois, que ce soit en début de carrière ou pas, on a besoin d'un complément de revenu. Si l'activité exercée est bien métier d'art et pas de l'ordre du hobby, disons, pour grossir le trait, oui, ça pose pas de problème. Maintenant, si on est sur quelqu'un a une pratique plutôt hobby ou DIY un peu le week-end, moins, plutôt bof. Mais voilà, si c'est une vraie pratique, mais avec un complément de revenu, il n'y a pas de problème. Quel est le contact pour avoir la charte graphique et quand on passe par Chorus, quel est le délai pour avoir le kit com? Alors, la charte graphique, comme je l'ai dit, vous l'aurez dans le mail de validation. Si vous en avez un gros besoin urgent, vous nous écrivez à la boîte contact et on voit ensemble. Et l'autre question, c'était, pardon. La charte graphique, quand on passe par Chorus, quel est le délai Et pour quand avoir on le kit passe com? par Chorus, et ben, pareil, il y a des personnes derrière qui doivent traiter toutes les factures, donc je peux pas vous dire un délai. Je vous avoue que je sais pas trop, mais si vous avez une urgence pour le kit de com, vous pouvez m'écrire sur la boîte contact des GEMA. Je participe au GEA via un musée. Dois-je cocher manifestation collective? Les 60 participants de ce musée vont payer 60 euros. Pourquoi cet écart de prix avec les autres formats? Alors, si vous êtes un musée, vous êtes bien une manifestation collective, ou en tout cas vous êtes un porteur de projet, donc vous êtes dans la catégorie numéro 2. Maintenant, quel que soit le nombre de personnes inscrites à l'événement, il n'y a qu'un seul paiement. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez une manifestation de 100 personnes, il y a un seul paiement de 60 euros. Peu importe les 100 personnes, elles ne vont rien avoir de particulier à faire. Après, libre à vous, si vous êtes le musée, de diviser le prix de la candidature par le nombre de personnes présentes, si vous le souhaitez, mais ça vous regarde pour le coup, ça va être votre tambouille derrière. Mais donc, il y a un seul paiement, quel que soit le nombre de participants. Et les musées rentrent bien dans la partie plutôt projet collectif, même si effectivement l'appellation est un peu trompeuse, mais c'est pas un atelier qui ouvre ses portes, donc voilà, une manifestation. Une question, mais qui, je pense, rentrera dans la démonstration que tu vas faire. Notre association organise une exposition collective. Comment inscrire les 25 participants sur le site? Oui, ça, comment on inscrit les personnes, je vais vous le montrer peut-être concrètement lors de ma candidature test là, que je vais faire peut-être dans 5 minutes. J'ouvre mon atelier et j'ai aussi un musée. Est-ce que je dois ou je peux m'inscrire dans les deux catégories pro et porteur de projet? Alors, je dirais que ça dépend si le musée est accolé à l'atelier. Bonne question. C'est un peu un cas hybride. Je sais pas si vous avez participé d'autres années, ce que vous avez fait. Si vous avez et un atelier et un musée, j'ai envie de dire. Enfin, soit c'est une seule. Parce qu'en fait, si vous voulez faire deux fiches, si vous voulez votre profil, vous ne pouvez pas changer. Soit vous faites deux comptes avec un profil professionnel et un profil musée. Et à ce moment-là, vous faites deux fiches qui vont être chacune bien catégorisées comme l'un et l'autre. Mais si vous avez un seul compte, si vous créez une fiche en tant que professionnel et qu'ensuite vous voulez changer votre profil, vous mettre en tant que musée, ça va changer le profil de la première fiche aussi. Donc en fait, vous ne pouvez pas créer les deux événements. Peut-être soit faites deux comptes, soit choisissez l'un ou l'autre et puis faites une fiche hybride, puis voilà, ça ira bien. Encore une fois, tout tient aussi à la description et à la clarté que vous mettrez dans les éléments de langage pour le public. Si nous sommes deux participants dans la même ville, peut-on faire une affiche commune? Oui, bien sûr.
Vous pouvez faire une affiche commune pour deux participants dans la même ville sans problème. Soyez peut-être très clair sur le fait qu'il y a deux lieux, histoire qu'il n'y ait pas un des deux participants qui attire tout le public à lui et que, et que l'autre n'en ait pas. Mais bon, j'imagine que de toute façon, vous vous renverrez les personnes. Donc oui, oui, pas de problème pour une affiche commune. Notre numéro de SIRET correspond à une autre activité, est-ce rédhibitoire? Le statut de la menuiserie est en transition. Euh, Je dirais que c'est pas rédhibitoire dans la mesure où de toute façon, moi, je vais pas aller vérifier tous les numéros SIRET de toutes les fiches de tous les participants. Si vous voulez, le numéro SIRET, il va plutôt me servir dans les cas de figure où j'ai un doute, comme je disais tout à l'heure, s'il y a un artiste peintre, quelque chose comme ça. Je vais aller un peu plus farfouiller pour regarder si la personne est effectivement métier d'art et donc le SIRET peut me servir à ce moment-là. Maintenant, si vous avez une activité métier d'art et que votre SIRET n'est pas tout à fait calé, ça ne me pose pas de problème. Dans le cas d'organisation d'ateliers découvertes pour les enfants, est-il possible de demander une petite participation financière pour participer aux frais de matière d'œuvre? Oui, complètement. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais si vous proposez des ateliers d'initiation, on entend que ça puisse être payant pour couvrir les frais de matière, tout à fait. J'ouvre mon atelier, mais avec une spécificité, je transfère mon atelier comme l'an dernier pour l'occasion dans une salle communale, donc plus accessible. Ouais. Quel format de candidature? Oh, c'est un bon cas particulier celui-là. Vous transférez votre atelier dans une salle communale. euh, hmm, J'ai envie de dire que vous restez le porteur de projet de votre événement et vous êtes professionnel. Donc, je pense que ça reste le premier cas de figure où vous êtes un professionnel qui ouvre son atelier, même si l'atelier est délocalisé. Donc, je dirais le premier cas de figure, mais c'est vrai que c'est un peu un cas hybride. Vous ne devez pas être beaucoup à faire ça. Mais donc, je pense que vous pouvez rester sur le mode professionnel qui ouvre son atelier. Quand vous dites une grosse fiche pour un événement à l'échelle de plusieurs communes, cela signifie qu'il y aura un seul point sur la carte. Oui, c'est ça. Si vous faites une seule fiche pour plusieurs communes, il n'y aura qu'un seul point sur la carte. En fait, si vous voulez, chaque fiche, quand vous remplissez un événement, ce que j'entends par fiche, c'est l'événement, hein, c'est vraiment quand vous créez un événement. À chaque fois, vous devez mettre une adresse pour l'événement, et c'est cette adresse qui va être géocodée, qui va ensuite faire un point sur la carte, une petite épingle. Donc en fait, chaque événement est un point. Si vous n'en faites qu'un seul pour plusieurs événements, vous n'aurez qu'un point sur la carte. Donc après, ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est selon vos choix, vos préférences. Si je souhaite participer à une manifestation collective le week-end et ouvrir mon atelier en semaine, dois-je m'inscrire deux fois et régler 60 et 15 euros? Si vous souhaitez ouvrir votre atelier en semaine, donc vous faites une fiche et ça coûte 15 euros. Et si vous souhaitez en plus de ça participer le week-end à une manifestation collective, eh bien normalement vous êtes inscrit sur cette manifestation collective par le porteur de projet de la manifestation. Donc ce n'est pas à vous de payer les 60 euros. Donc normalement, vous ne payez que les 15 euros. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que le samedi et le dimanche vont être bloqués, déjà cochés d'office sur le site. Donc il faudra nous écrire sur la boîte contact pour nous demander justement de venir décocher en expliquant bien que vous êtes sur telle manifestation le week-end et que vous ne serez pas à l'atelier. Et nous, on viendra décocher en back-office le samedi et le dimanche. Pour une boutique collective, quel numéro de SIRET que je dois mettre? Je ne sais pas. Si c'est précis dans la fiche, je suis sûre, pas de Ça- problème. Oui. Pour une boutique collective. Je ne sais pas ce que vous devez mettre selon votre lieu. Ce sera porteur de projet, manifestation collective. Donc, je ne sais plus comment c'est fait. Mais au pire, mettez le siret d'un des pros présents, par exemple, si c'est plus simple. On va peut-être passer à la démonstration d'une candidature. Ça fera peut-être venir d'autres questions aussi. Et ça répondra sûrement à d'autres choses pour les personnes à qui on n'aurait pas encore répondu. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc on va un petit peu avancer et puis je pense que ça va aussi préciser des choses. Bon, là, je vous avais remis l'adresse contact, mais je pense que vous l'avez eu sous les yeux assez longtemps et vous avez le lien pour les coordinations régionales. Si vous avez un doute, si vous avez une question sur la com en région, pour un accompagnement et tout ça, voilà, vous avez votre coordination régionale qui est précieuse et disponible. Et on les remercie d'ailleurs pour leur accompagnement. Alors, je vais arrêter de projeter ça et je vais projeter le site d'inscription. Alors, donc quand on est dans l'onglet candidature d'EGMA et qu'on clique, je peux peut-être vous montrer d'ailleurs, hein. Hop, quand j'arrive sur le site d'EGMA, je vais dans l'onglet candidature. Là, je vois que les candidatures sont ouvertes.
Je descends un petit peu et ici, vous avez plusieurs fois le lien. Donc, vous pouvez cliquer ici ou là sur le bouton, c'est le même lien. Et vous l'avez d'ailleurs plus bas dans la page, mais bon, donc peu importe. Je clique et j'arrive, comme je le disais, sur cette page. Yes, mail. Donc, c'est le même espace que l'année précédente. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un dans cette partie avec votre courriel, en créant un mot de passe, etc. Si vous en avez déjà un, vous pouvez le reprendre et vous connecter. Moi, j'ai déjà un compte avec mon email perso, donc qui est un compte de test. Hop. Donc, je me connecte comme si j'étais un professionnel. Là, j'arrive directement sur la page Mes événements, mais c'est parce que mon profil candidature est déjà rempli, et ce sera le cas pour beaucoup d'entre vous qui ont participé l'année dernière. Votre profil va rester rempli. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à quand même le vérifier pour voilà, vérifier si tout est bien à jour. Mais si vous n'avez jamais participé et que vous créez un compte, vous allez arriver en premier sur Profil de candidature. Et donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous choisissez un profil. Donc, moi, faites pas trop attention au champ parce que j'ai un peu rempli tout et n'importe quoi, parce que c'est un compte test. Mais donc, par exemple, je suis un professionnel. Si j'ai un doute sur quelle catégorie, vous voyez, on a remis une petite définition ici, avec bien les frais de candidature qui correspondent. Donc, vous pouvez vérifier. Voilà, est-ce que je suis un porteur de projet, un musée, une institution ou un établissement de formation, etc., etc. Bon, donc admettons, je ne sais pas quel est le cas de figure qu'on va tester, on va faire peut-être un professionnel, ce qui va... Oui, voilà, on va faire un professionnel. Bon alors, je m'appelle Lucille, je mets ma date de naissance, là j'ai tout rempli, enfin j'ai mis n'importe quoi, hein, ça sert à rien de noter ce numéro de téléphone par exemple, s'il n'existe pas. Donc, j'ai créé mon entreprise en quelle année et en quelle année j'ai commencé ma pratique. Ça peut être deux dates très différentes parce que j'ai peut-être été salarié avant, j'ai peut-être eu une autre structure, etc. Ici, on vous demande votre code SIRET et le code NAF n'est pas obligatoire. Si vous souhaitez le mettre, vous pouvez. La taille de la structure en nombre de salariés et de la même manière, le chiffre d'affaires annuel, c'est plus à titre indicatif. C'est pour nous, c'est pour les fois où on fait des études et des publications. Ça nous permet d'avoir des données. Évidemment que je ne l'ai pas précisé, mais toutes ces données, elles entrent sous la loi des RGPD. Bien sûr qu'on protège vos données personnelles, on ne les donne à personne, on ne les diffuse pas. Et même si ça nous servait, par exemple, pour faire une analyse et qu'on faisait des moyennes, par exemple, on ne va jamais se servir d'un cas précis et mettre votre nom avec votre chiffre d'affaires, on s'entend. Il n'y a pas de ce genre de choses. Et de toute façon, ce n'est pas un champ qui est obligatoire. C'est plus, voilà, si à titre indicatif, vous voulez nous le donner. Ensuite, vous mettez le site de votre atelier, celui que vous voulez. Si vous en avez plusieurs, on ne vous en demande qu'un seul ici. Vous pourrez en mettre plus sur l'événement. Parce que toute cette partie profil, c'est surtout pour nous, pour comprendre qui vous êtes. Et si, je disais tout à l'heure, si j'ai besoin d'examiner votre candidature, si j'ai des doutes, entre guillemets, ça va être pour nous, pour nous informer de votre statut. Mais on ne va pas donner au public ces infos-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ici, on vous demande votre adresse pour votre siège social et on vous redemande une adresse dans l'événement. C'est parce qu'en fait, c'est l'adresse de l'événement qui va être affichée. Et notamment, le cas de figure, par exemple, de la personne tout à l'heure qui disait je délocalise mon atelier dans une salle communale. Ici, dans votre profil, vous allez mettre l'adresse de votre atelier, le vrai atelier, et dans l'événement, vous allez mettre l'adresse de la salle communale. C'est vraiment deux choses bien distinctes. Donc ici, on met une adresse. Quand vous remplissez le code postal, vous avez la ville qui apparaît en dessous en général, et ensuite région, département. Alors là, j'ai tout coché parce que j'ai un peu mis tout et n'importe quoi. Mais vous pouvez choisir un ou plusieurs statuts. Ça, pour nous, ça pose pas de problème que vous soyez artisan ou artiste-auteur ou n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas de sujet. Vous pouvez être inscrit au GEMA, quel que soit votre statut, tant que votre activité, tant que votre savoir-faire est issu des métiers d'art. Pour nous, c'est pas de problème. Ici, là aussi j'ai tout coché, mais vous avez un champ pour nous expliquer quel titre et label vous avez potentiellement. Donc il y en a un certain nombre. Si jamais ça y est pas, vous avez encore la case autre pour rajouter quelque chose. Et là, on arrive en bas avec du coup la catégorie de votre métier d'art. Donc voilà, vous choisissez le domaine, vous choisissez le métier. Si vous avez un doute, si vous ne savez plus dans quel domaine est rangé votre métier, vous avez le lien ici vers la liste officielle des métiers d'art.
qui vous permet de voilà, bien vérifier, etc. Et vous pouvez ajouter un autre métier si vous en avez plusieurs, si vous avez plusieurs savoir-faire. Voilà, si je sais restaurer aussi des sculptures, eh bien, je peux l'ajouter. Il faut certifier sur l'honneur que vous pratiquez ce métier. Si vous voulez ou pas accueillir des ateliers pédagogiques, des scolaires, ça ne veut pas dire qu'on va vous imposer d'en recevoir, c'est plus pour nous, parce qu'à l'année, parfois, si on fait d'autres événements, ça peut nous être utile pour nous à l'Institut de savoir que vous aimez bien, vous êtes disposé, vous êtes enclin à accueillir des scolaires. Ça peut nous permettre parfois de revenir vers vous en vous disant, ah bah voilà, on a je sais pas, ce temps-là qui se déroule, est-ce que vous seriez intéressé pour participer? Parce que comme ça, on sait que vous avez déjà une appétence et on va plutôt venir vers vous si vous avez coché cette case. Ici, vous avez le règlement, dont je vous avais mis le lien tout à l'heure, mais vous pouvez le retrouver ici si vous avez un doute. Et ensuite, vous pouvez enregistrer. Je vais juste vous montrer si j'avais choisi d'être une manifestation, parce qu'il y a deux, trois champs qui vont changer. Donc, si jamais je suis un porteur de projet, donc un musée, un château, une commune, une association collective, voilà, tout ce qui va être en dehors d'un atelier finalement. Il y a deux, trois choses qui changent, donc tout le début, c'est pareil. Mais à la place des titres et labels, je vais avoir plutôt la structure porteuse. Donc là, bon, pareil, j'ai tout coché, mais imaginez que tout est décoché. Est-ce que moi, je suis un monument historique issu du CMN? Hop, je coche cette case. Est-ce que je suis une CMA? Est-ce que je suis adhérent de la Fédération française des indications géographiques? Enfin voilà, que sais-je? Vous avez tout un tas de choix ici qui sont en fait des réseaux avec des têtes de réseau et qui nous permettent à nous de savoir que vous faites partie d'un écosystème, si vous voulez. Et comme ça, de mieux valoriser aussi toutes les programmations de l'écosystème, parce que souvent, on est partenaire avec, par exemple, les petites cités de caractère, les plus beaux villages de France, etc. Donc, si vous êtes dans un de ces villages, eh ben, on va plus valoriser votre candidature dans la page dédiée à ce réseau. Vous voyez. Voilà, et donc là, bon, autre pareil, et on enregistre. Et pour ce qui est établissement de formation, je crois qu'il y a assez peu de différence pour le coup. Tout le début est pareil, on n'a juste pas les champs, voilà, titre ou structure porteuse. Voilà, donc je reste sur le profil professionnel par exemple. Je suis un professionnel et j'enregistre mon profil. Maintenant, j'arrive sur mes événements. Donc là, vous voyez que j'en ai déjà fait deux, c'est parce que j'ai fait des tests sur le site avant de la mise en ligne, mais je vais en créer un autre avec vous. Mais donc ça vous montre bien que si j'ai plusieurs événements, je peux toujours en créer un autre en cliquant sur le bouton. Et maintenant que mes événements, là, donc c'est mes événements test, donc je vais les supprimer sous peu, mais je les ai validés pour tester les différents modes de candidature. Je pourrais venir modifier si j'avais besoin pour venir mettre quelque chose d'autre sur ma fiche. Donc, je crée un événement. Ici, comme j'ai choisi le profil professionnel, j'ai bien la confirmation en haut que je suis dans le mode professionnel et que voilà, le frais d'inscription correspond au professionnel. Je dois d'abord mettre un titre. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas GEMA 2025, sinon tous les événements s'appellent pareil. Moi, je vais dire, je sais pas, rencontre à l'atelier. Je sais plus ce que j'ai mis que je faisais comme métier. J'étais sculpteuse sur pierre. Rencontre à l'atelier de sculpture. Bon. Ici, il faut expliquer la programmation. Bonjour, je vous accueille à l'atelier, blablabla, blablabla, d'accord, je ne m'amuse pas à vous faire... attendez. Je m'amuse pas à vous faire les 500 caractères, mais l'idée, c'est vraiment de s'adresser au public. Donc là, je vais juste me permettre de mettre du faux texte, ça ira plus vite. Voilà. Et encore un peu. Donc, admettons, là, on imagine que j'ai vraiment expliqué ce qu'est ma programmation, d'où elle part si c'est un circuit, à quelle date, qu'est-ce que je propose et quels sont les savoir-faire présents, etc., etc. Là-dessus, vous vraiment racontez tout ce que vous voulez. C'est vraiment vous vous adressez à votre public. Donc, il faut donner envie au public, hein. Et vous pouvez, si vous voulez, mettre du gras, mettre de l'italique, etc., mettre des puces. Là-dessus, hop, ça peut être. Ça peut être mis en page un peu comme vous le souhaitez. Et donc là, vous avez le compteur de caractères qui est assez pratique. Comme ça, vous savez quand vous avez dépassé les 500.
Si vous avez une programmation spécifique pour le jeune public, ce dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez cocher ici et là, on vous redemande juste d'expliquer ce que c'est. Donc, ça peut être, comme j'expliquais tout à l'heure, atelier le dimanche matin pour les 10h, 11h et 11h le midi, réservé par mail, 10 places disponibles. Hop, voilà, par exemple. Et puis, je veux n'avoir que des 6-12 ans. Je coche ça. Si je veux voilà, tous les âges de manière non préférentielle, eh ben, je coche tout. Voilà. Ça, c'est plus pour qu'il y ait un vrai champ pour les enfants qui apparaissent et que pour les parents, ce soit très simple de venir à l'atelier avec leur enfant. Ici, vous avez donc les photos qui vont illustrer votre fiche. Vous en mettez entre 1 et 4, donc minimum une. Si vous souhaitez en mettre 4, vous pouvez. Bon, alors moi, par exemple, je mets ça, et là, le crédit, ça va être le photographe qui a pris votre photo. Donc, on va dire que c'est moi. Et puis si c'est une photo prise par vous, vous pouvez mettre le nom de votre atelier. Enfin voilà, le crédit, c'est vraiment pour le photographe parce que, pour rappel, dans le règlement des GEMA que vous acceptez en candidatant, on peut utiliser les photos que vous déposez sur la plateforme, essentiellement dans un but de communication des GEMA, hein, je vous rassure. Mais par exemple, ça peut être sur les réseaux sociaux, dans le dossier de presse. Pour communiquer sur l'événement, on va récupérer certaines photos parfois. Et donc, il faut bien qu'il y ait les crédits pour que nous, on puisse bien créditer le photographe et votre atelier, voilà, qu'on ait bien les références pour tout le monde. Voilà, donc si je veux mettre une deuxième photo, par exemple, je prends cette photo, je mets mes initiales, et après, je peux décider finalement que je veux que ce soit celle-ci en, en couverture sur ma fiche, donc je la passe avant ou après, voilà, je peux les réarranger, ou finalement j'ai changé d'avis, je l'enlève. Voilà. Je passe à la suite. Ici, on vous demande de mettre quelques mots-clés pour des personnes qui voudraient chercher des choses en tapant dans la barre de recherche sur la cartographie. Donc, vous pouvez mettre des choses relatives à votre métier euh, ou alors à votre programmation. Voilà, atelier enfant. Hop, vous avez des choses qui apparaissent, ce sont des choses qui ont déjà été remplies. Il faut juste pas mettre de hashtag. Là, c'est bien écrit, mais je sais que tous les ans, on en voit. Je crois que le hashtag fait un petit problème de référencement. Du coup, on va moins bien le trouver. Donc, il faut vraiment juste écrire ce que vous voulez, céramique, et ensuite taper sur entrée, et ça enregistre votre mot. Voilà, il n'y a besoin de rien de plus. Alors, date et horaire. Date et horaire, donc moi j'ai choisi le profil professionnel. Donc là j'ai le rappel des horaires comme je vous le disais tout à l'heure et on voit bien que quand on est un professionnel, on ne peut pas décocher. Je pourrais rajouter d'autres jours et choisir d'autres horaires si je veux participer plus, voilà, le vendredi par exemple. Mais le samedi, je ne pourrai que rajouter de l'amplitude horaire, mais mon minimum ce sera 10h-18h. Si je suis une manifestation, j'aurai le samedi et le dimanche effectivement coché aussi, mais avec les horaires qui arrivent sur aucune pour que je puisse choisir les horaires que je souhaite. Et si je suis un établissement de formation, rien n'est coché. Voilà. Donc comme je disais, si vous avez un cas particulier, vous nous écrivez un mail sur la boîte contact et on verra ensemble voilà, ce qui va bien pour vous. J'arrive en bas, du coup, je choisis si c'est sur entrée libre ou sur rendez-vous ou potentiellement les deux. Bon, quand il y a les deux de cocher, je trouve que c'est pas forcément hyper clair, mais après, si c'est très clair dans la description, si par exemple, bah, là, moi j'ai fait porte ouverte le week-end, mais des ateliers pour les enfants le dimanche, du coup, je coche les deux, comme ça, les gens qui cherchent pourront me trouver. Et puis, je parle bien anglais, donc s'il y a des visiteurs étrangers, pas de problème pour les accueillir, je peux cocher ce champ-là. Si c'est pas le cas, eh ben, vous le cochez pas. Et donc là, je mets l'adresse de l'événement, ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes hors les murs, si vous n'êtes pas dans votre atelier à vous, et même si vous l'êtes d'ailleurs, vous remettez en tout cas l'adresse du lieu. Donc voilà, moi je vais mettre une adresse. Hop, Paris. Je choisis ma région et mon département. Si je vais trop vite, vous me dites, hein.
Donc là, c'est la partie où on peut mettre des liens. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le profil, vous ne pouvez en mettre qu'un seul. Le mieux, c'est peut-être de mettre votre site. Mais ici, vous pouvez mettre site, réseaux sociaux, etc. pour que le public puisse se balader, aller voir vos œuvres. Vous n'êtes pas obligé de tous les mettre. Si vous voulez n'en mettre qu'un, n'en mettez qu'un. Moi, je vais mettre n'importe quelle URL. Mais donc voilà, je vous invite à vraiment copier l'URL, c'est le plus simple. Au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur parce que ça arrive régulièrement qu'il manque un point ou il n'y a pas le slash et du coup le lien ne marche pas. Moi, je vais pas forcément avoir le temps de passer derrière toutes les fiches, vérifier chaque lien et le modifier s'il ne marche pas. Donc voilà, le plus simple, c'est d'aller sur votre site, d'ouvrir Instagram, d'aller sur votre compte, de copier l'URL et de venir l'ajouter là. Si je veux en mettre un deuxième, j'en mets un deuxième. Enfin, je mets le même, mais si vous voulez mettre Instagram, Facebook, LinkedIn, votre site internet, votre book, Pinterest, enfin, j'en sais rien, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Si vous avez un email, ça sera souvent plutôt pour les événements. Si, je sais pas, c'est l'adresse de la mairie pour réserver les ateliers dans la salle communale, par exemple, vous pouvez mettre, mais c'est pas obligatoire. Par contre, on vous demande un téléphone pour que le public, je sais pas, s'il se trouve à la porte, s'il trouve pas l'événement, qu'il puisse vous contacter. Voilà. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. Ici, donc l'accessibilité dont je vous parlais. Quel type de public je peux accueillir. Donc, il n'y a pas de honte à mettre aucune si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne savez pas, il n'y a pas de problème, vous mettez aucune. Si finalement votre atelier il est accessible, vous pouvez mettre que vous pouvez accueillir tout ce qui est handicap moteur, par exemple. Enfin, voilà, là, libre à vous. Et vous avez ici une petite fiche, un PDF qui s'ouvre quand vous cliquez sur ce lien pour bien, je peux vous montrer d'ailleurs, pour bien rappeler comment on accueille, qu'est-ce que c'est que le handicap, les pictos, etc. Ensuite, type de participation. Alors, depuis le Covid, je sais que ça devient rare maintenant qu'on fasse des choses en ligne, mais on a laissé ce champ si jamais il y a des gens qui souhaitent proposer un live, proposer une conférence en ligne, enfin, je ne sais pas. Si vous choisissez en ligne ou mixte, vous avez cette case ici pour mettre le lien de ce qui se passe en ligne. Et si vous choisissez que c'est un événement physique, cette case disparaît. Et là, donc, on arrive sur la dernière partie pour rajouter d'autres participants, ce qui va intéresser beaucoup d'entre vous. Alors, si, donc moi j'ai dit que j'étais un professionnel, admettons que j'invite une autre personne à mon atelier. Je coche ici et je peux ajouter une participante ou un participant. Donc, je clique sur cette case bleue et là, je dois renseigner quelques champs pour, pareil, expliquer qui vient. Donc, ma collègue Juliette vient avec moi à l'atelier. Je renseigne ces informations. Voilà, l'atelier JB. Là, on imagine que je mets un vrai sirette. Et ton métier, Juliette, ça va être au hasard d'être plumassière. Super. Ça te va? Très bien. Je pourrais également ajouter un autre métier si besoin. Donc, tu seras aussi serrurière florale. Voilà, donc là, j'ai expliqué le métier de Juliette. Je peux mettre un lien pour elle également, pour son Instagram ou son Facebook ou son site internet. Une photo qui va bien montrer son métier de parurière florale. Évidemment, j'en ai pas du tout, donc je vais prendre la première chose qui passe. C'est une photo à Juliette, donc je mets son crédit. Et là, je mets bien l'adresse de son atelier à elle. C'est si jamais on avait besoin de contacter, d'écrire un courrier, que sais-je. Voilà, vous mettez toutes les adresses qui correspondent bien à la personne en question. Et ici, il y a un tout petit truc contre-intuitif pour enregistrer la personne. Il faut cliquer sur replier en haut, ce qui est vraiment pas idéal, j'en conviens. Mais en fait, on ne peut pas le modifier. C'est un petit module qui existe comme ça sur le site et impossible d'écrire le mot enregistrer à la place de replier. Donc, vous cliquez sur replier et là, on voit bien que ça a figé, en tout cas, la partie de la fiche concernant Juliette. Si jamais vous pouvez modifier. Et ce qui peut arriver aussi, ce que moi je fais parfois, qui marche aussi par exemple pour enregistrer, c'est que vous pouvez aussi cliquer sur ajouter un autre participant. Et donc ça vous ouvre un nouveau champ pour une nouvelle personne. Et vous voyez bien que Juliette au-dessus a bien été figée également, ça a bien été pris en compte. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres participants à mettre, vous faites retirer
Et voilà, ça marche aussi comme ça. Le plus simple, ça reste de cliquer sur replier. Comme ça, Juliette est bien intégrée. Donc là, j'ai fini ma fiche. J'arrive en bas de mon événement. Je peux sauvegarder un brouillon si j'ai besoin d'y revenir plus tard. La seule chose à savoir quand on enregistre un brouillon, c'est qu'il faut bien avoir rempli tous les champs obligatoires. C'est-à-dire que tous les champs où vous avez une astérisque, la petite étoile rouge, il faut avoir rempli, quitte à venir le modifier plus tard. Vous pouvez faire comme moi, écrire n'importe quoi, mais au moins mettre une lettre ou une info pour que ça prenne en compte que les champs sont remplis avant de sauvegarder le brouillon, parce que sinon vous allez cliquer là et il va rien se passer. Et si vous fermez Internet, ça n'aura pas enregistré. Donc, il faut bien faire ça quand vous sauvegardez un brouillon. Euh, Si je sauvegarde un brouillon, par exemple, pour vous faire l'exemple, j'arrive ici et bon, là, j'ai la partie paiement qui s'affiche, mais admettons, moi, je ne veux pas payer tout de suite parce que d'abord, je veux finir mon brouillon. Je regarde, ah tiens, finalement, j'ai décidé de changer l'horaire de la programmation jeune public. Vous voyez, je peux soit cliquer sur modifier ici, soit quand je suis dans mes événements, je vois que brouillon, je peux modifier. Donc, je reviens. Et par exemple, voilà, finalement, ce sera, hop, que je fais un créneau de plus. Allez, je rajoute un atelier. Maintenant, je suis contente de ma programmation. Pour moi, c'est tout bon, c'est validé. Donc, je dépose ma candidature. Donc là, soit je modifie mon brouillon, je le sauvegarde, soit je fais terminer. Et donc là, vous l'envoyez en fait dans notre bac à nous pour qu'on vienne le modérer. Et ce sera plus modifiable. Et donc le paiement va se passer ensuite, comme on voyait tout à l'heure. Donc là, vous voyez, en attente d'acceptation, il y a bien écrit modification impossible. Donc pour payer, je reclique sur ma fiche et comme je vous le montrais quand je validais le brouillon, on l'a bien vu apparaître. On a cet encart ici qui vous redit tous les éléments de langage que vous avez déjà vus tout à l'heure que je vous ai montré. J'ai bien le prix parce que moi je suis inscrite en tant que professionnelle, donc j'ai bien 15 euros. Si jamais il y a besoin d'une facture, vous avez bien ici les emails à contacter. Et donc je clique sur payer pour un paiement par carte bleue par exemple. Bon là il y a une adresse type de test qui est rentrée, mais du coup vous allez remplir vos informations à vous relatives à votre paiement. Et ensuite, une fois que tout ça c'est bon, vous allez vers le récapitulatif de commande. Donc, vous avez bien le montant hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC. Et ensuite, vous faites payer et terminer votre achat. Et voilà, et vous arrivez à un mode de paiement par carte. Pour la démonstration, je ne vais pas le faire parce qu'après, il faudrait qu'on annule mon paiement, ce ne serait pas très pratique. Mais voilà, donc vous arrivez ici. Et ensuite, une fois que ça a été payé, donc là, vous voyez, vous avez votre petit panier en haut, comme un site marchand où on ferait un achat. Et donc, une fois que ça a été payé, vous allez le voir arriver, vous voyez, dans l'onglet facture. Bon, là, moi, j'en ai plein parce que j'ai fait beaucoup de tests. Euh, mais donc, si on fait son paiement, on a bien le récap ici et vous recevrez par mail votre facturation en direct, sans problème. Donc là, d'ailleurs, bah, il y a des factures qui ont été émises. Et ensuite, vous voyez votre événement. Alors, de votre côté, ici, rien n'aura changé, ça reste en attente d'acceptation. Mais nous, de notre côté, on verra bien que votre paiement a été effectué et donc on va pouvoir venir le modérer, le regarder, l'ouvrir, le modifier, enfin, pas le modifier, pardon, le valider ou pas, etc., etc. Donc, si on ne va pas modifier votre événement dans votre dos, je vous rassure. Si vraiment il y avait quelque chose, alors à la limite, une coquille de l'ordre de la faute d'orthographe, on peut modifier, mais si vraiment il y avait quelque chose, on peut vous repasser votre fiche soit en mode brouillon, soit en mode à compléter, si vraiment il manque quelque chose, ou si vous nous écrivez en nous disant, ah, je peux plus modifier, mais j'ai une modification à apporter, moi je peux vous repasser votre fiche au statut qui s'appelle à compléter, et donc vous avez à nouveau la main dessus, vous pouvez le remodifier avant de le réenregistrer pour nous le rendre. Donc voilà. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que j'étais claire. Je vais peut-être arrêter le partage pour répondre aux questions. J'imagine que vous en avez à nouveau. Alors, est-ce qu'il est possible, sur un compte qui a été créé l'année dernière, de changer l'adresse mail? Oui. Ah, sur le... Ah oui, oui. Bonne question. Alors, je vais remettre mon partage. Attendez. Si votre compte a changé, donc quand vous êtes sur votre espace, vous pouvez aller dans Mes identifiants et vous voyez ici, vous pouvez soit changer votre mot de passe,
soit changer que votre mot de passe. Ok, alors c'est moi qui peux. Moi, j'ai la main. Si vous avez besoin de changer votre adresse mail, écrivez-moi un mail sur la boîte contact d'Egema et on vous changera votre mail. Vous nous dites bien ce que c'est votre mail, ben, celui du compte actuel et celui que vous voulez mettre à la place. Et moi, je peux le faire. Ici, vous ne pouvez que réinitialiser votre mot de passe. Je pensais qu'on pouvait changer votre mail, mais c'est du côté administrateur. Mais donc, je pourrais vous le faire sans problème si besoin. Et vous pouvez ici faire votre mot de passe. Et dans le profil, comme je disais, relisez bien ce que vous avez écrit l'année d'avant. S'il y a quelque chose qui change, vous pouvez venir le modifier. Est-ce qu'il y a une relecture des fiches de présentation, texte, traitement des fautes, etc. Ou est-ce qu'on peut mettre à dispo des conseils pour une présentation claire avec des exemples de fiches attractives? Alors, il y aura une certaine relecture dans une certaine mesure, mais je ne peux pas vous garantir que je vais voir toutes les fautes de votre fiche. Effectivement, là-dessus, vous êtes un peu responsable de ce que vous écrivez. Euh, j'ai pas là comme ça de fiche type parce que c'est vrai qu'on a mis à zéro la programmation de l'année dernière, donc la carte est vide en fait en ligne. Mais à la limite, sinon vous pouvez attendre quelques jours qu'il y ait les premières programmations qui apparaissent sur la carte en ligne et ça vous fera des exemples. Parce que là, du coup, il faut bien se rendre compte aussi que la plateforme, c'est pas très joli quand on s'inscrit. On est d'accord que c'est pas hyper, enfin visuellement, quand on voit le résumé de son événement, c'est pas joli, mais ça n'apparaîtra pas comme ça sur la carte du site des GEMA. C'est vraiment mis en forme avec la carte, avec des épingles, avec des couleurs. Enfin, c'est vraiment bien plus joli, bien plus attirant pour l'œil. Et du coup, peut-être ça pourra vous servir de modèle quand vous verrez les premières fiches apparaître. Mais en tout cas, sinon, faites-vous confiance. Enfin, les champs sont quand même assez précis pour que, voilà, il y a pas trop de sujets, à part la description où il faut un peu raconter ce qu'on va proposer. Il n'y a pas de mauvaise solution, hein, finalement. Si vous dites bonjour, je m'appelle Lucille, je fais de la sculpture sur pierre, c'est ma passion. Depuis telle année, je travaille ça. J'ai envie de vous faire découvrir le toucher de cette matière que je trouve merveilleuse. Vous voyez, vous pouvez raconter un peu ce que vous voulez et dire ensuite pour ma participation au GEMA, je vous propose de faire ci, de faire ça, de venir découvrir avec moi, enfin vous expliquer un peu votre programme finalement, ce que le public va voir en venant. Mais faites-vous confiance, il y a pas de mauvaise candidature. Les visiteurs peuvent-ils passer par une inscription préalable? Les S'inscrire, visiteurs... j'imagine que Ah c'est oui, très bien spécifique. oui, oui, tout à fait. Bah, si vous proposez des créneaux, par exemple, pour les visiteurs, il faut que vous précisiez bien, par exemple, réservation via votre adresse mail et vous mettez l'adresse mail de contact. Vous voyez, il faut que le visiteur il puisse réserver son créneau en amont. Ça peut être par texto, enfin, ça peut être sur ce que vous voulez. Il y a la plateforme WizEvents qui est pas mal. C'est un site gratuit en ligne pour faire de la réservation. Si vous voulez créer un petit événement avec réservation gratuite, ça peut assez bien marcher aussi. Voilà, il y a différentes solutions. Là-dessus, vous êtes libre. Mais donc, oui, les visiteurs peuvent réserver si vous leur en laissez la possibilité. Pour le coup, ça va être via ce que vous mettez dans votre fiche. Pour les crédits photos, si l'on a un montage de photos fourni par les artisans, qu'est-ce qu'on indique pour les crédits? Hmm, bonne question. Pour le crédit photo, si c'est un montage de photos, peut-être mettez le crédit de votre organisation à vous, par exemple, parce que ça va être un peu des crédits partagés. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on, si jamais on utilisait ce montage, on vous citera, vous, en tant que porteur de projet. Peut-on Après, c'est rare qu'on prenne les montages, pardon. Souvent, quand on prend une photo pour le dossier de presse ou quoi, on va en prendre une seule en général, donc ce sera pas trop un sujet. peut-on inclure un artisan s'il n'a pas de site web? Oui, c'est vrai que ça arrive parfois que les artisans n'aient pas de site web. Alors, s'il a autre chose, une présence en ligne quelconque, vous pouvez mettre ça, que ce soit une page sur l'Office de tourisme en ligne ou sur la CMA. Ça peut être un article de presse, par exemple. S'il n'a aucun réseau social, aucun rien, bon, bah, mettez la moindre chose que vous pouvez trouver. Et si vraiment il n'y a rien, rien, rien du tout, eh ben, mettez le site de la commune, quelque chose comme ça. Mais c'est rare qu'il y ait vraiment absolument rien, même pas un article de presse. L'outil en main organise une journée porte ouverte le 5 avril. Il souhaiterait à cette occasion inviter 8 artisans. Dans quelle catégorie est-ce qu'ils doivent s'enregistrer? Est-ce qu'ils peuvent participer uniquement pour une journée? Alors, l'outil en main, vous pouvez vous enregistrer comme une manifestation, je pense. Et pour une journée, bah, il faut qu'on voit ensemble. A priori, on pourra accepter pour l'outil en main. Sachez que la tête de réseau de l'outil en main France prend en charge les participations des outils en main. Donc voilà, il faudra vous rapprocher de l'Union.
Justement, une question qui se rassemble un peu. En tant que CMA, si nous inscrivons nous-mêmes les participants, peut-on payer en une seule fois ou faut-il faire un paiement pour chaque participant individuellement? Alors, si vous avez plusieurs événements, en fait, dans le panier, ça peut se cumuler. Donc, si vous avez trois événements que vous n'avez pas encore payés, vous avez dans le panier trois événements, donc vous pouvez faire un seul paiement pour Je le pense coup. qu'ils veulent payer pour les artisans, en fait. Ah, pardon. Comme le tien. Oui, et bah du coup, faut voir avec nous directement, faut faire un mail contact finance en disant bien, je suis la CMA de tel endroit, je veux payer pour un tel, un tel, un tel, un tel, histoire qu'on ait une liste exhaustive, nous, qu'on sache quelle fiche il faut qu'on aille traiter en conséquence et qu'on sache, enfin voilà, on peut voir ensemble pour un devis, effectivement, oui, oui, c'est possible. Euh, En tant qu'artisan participant à un événement organisé par ma CMA, faut-il s'inscrire ou est-ce que cela incombe à la CMA? C'est la CMA qui va inscrire l'événement. Enfin, en tout cas, c'est quel que soit le cas de figure, si vous participez à un événement collectif, c'est l'organisateur de l'événement collectif qui va inscrire cet événement. Donc vous n'avez rien à faire si ce n'est fournir vos informations à l'organisateur, ce que j'ai montré, donc qu'il faut rajouter quand on inscrit un participant, c'est-à-dire nom, prénom, SIRET, métier d'art, une photo, un site. Voilà. Donc à vous de fournir ces éléments-là pour que l'organisateur puisse aller au plus vite. C'est vrai que quand on a une manifestation où il y a jusqu'à 40, 50 personnes, ça peut prendre un certain temps d'inscrire les participants. Donc voilà, prémâchez bien le travail pour les organisateurs. En tant que porteur de projet, peut-on modifier les informations de notre fiche notre fiche événement une fois qu'elle a été validée par l'Institut, notamment ajouter ou enlever des participants? Oui, 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 bien sûr. Une fois qu'une fiche a été validée, comme je le disais, on peut venir la modifier. Donc vous pouvez ajouter, supprimer, modifier des éléments, des personnes, des informations, sans problème. En paiement par mandat administratif, comment on fait pour valider l'inscription? Et ben nous, comme je disais tout à l'heure, une fois que la facture a été émise, on pourra venir traiter votre candidature et la valider. Donc il faut lancer le processus si vous voulez de devis facturation. Et une fois que la facture est émise, on ne peut pas l'annuler si vous voulez. Donc même si on n'a pas encore reçu votre paiement, pour nous c'est bon pour qu'on vienne valider votre événement. De proposer un événement 100% en ligne dans le cadre des GEMA pour présenter un organisme de formation. Oui, oui, oui. Il y a la catégorie en ligne. Alors le seul sujet, c'est que votre événement est par définition géolocalisé, donc il faudra mettre quand même une adresse qui va être sur votre organisme de formation, j'imagine. Donc il faudra peut-être préciser aussi dans la description, en plus de la case en ligne, préciser que ça se tient bien en ligne et que, enfin, que le visiteur ne se pointe pas à votre porte, quoi, pour bien que ce soit très clair qu'il ne se passe rien en physique. Une personne qui dit qu'on vient d'expliquer que si on participe ailleurs que dans notre atelier, il faut mettre l'adresse de l'événement et non l'adresse de l'atelier. Mhm. Comment modifier l'inscription vu qu'il s'est enregistré hier, Mhm. car l'événement où il candidate est placé en unité. Euh, Si vous avez besoin de modifier une fiche qui est en attente d'acceptation que vous ne pouvez pas modifier pour l'instant, faites-nous un mail sur la boîte contact en mettant bien le titre de la fiche ou votre nom, enfin qu'on vous retrouve, et je vous passerai votre fiche à compléter, ça vous permettra de la modifier. Je vais vous rendre la main sur la modification. Et après, vous aurez plus qu'à sauvegarder pour la repasser en attente de validation. Un musée qui propose une visite croisée avec un artisan dans une exposition et qui se poursuivra par une visite de l'atelier de l'artisan. Est-ce qu'ils doivent remplir de fiches avec les deux fois? Pas forcément. Si c'est une seule visite en deux temps, il peut y avoir une seule fiche qui explique bien tout le processus de visite, que ça commence au musée et que ça se termine à l'atelier. Maintenant, si on attend des visiteurs des deux côtés, c'est un peu différent. Mais je pense qu'une seule fiche, ça peut marcher. Est-ce que les coordinateurs auront toujours accès à un export des candidatures pour leur région? Oui, Quelle est la date limite pour candidater? il n'y aura pas de date limite pour candidater. Vous aurez la plateforme ouverte jusqu'au GEMA. Maintenant, comme on le disait en début de webinaire, si vous vous inscrivez la veille des GEMA, vous aurez beaucoup moins de com sur votre événement, forcément, parce qu'on n'aura pas eu le temps de le voir et de le mettre en valeur. Mais ce sera possible. La seule limite que je mettrai peut-être, c'est que pendant la semaine des GEMA, on va être un petit peu occupé, donc on aura peut-être moins le temps de mettre le nez dans le site. Donc si vous vous inscrivez pendant la semaine des GEMA, pour le week-end, par exemple, faites-nous un mail parce que on risque fort probablement de ne pas avoir votre fiche. Si l'organisation outil en main nationale prend en charge la participation de notre événement qui doit compléter la fiche d'inscription avec les détails des intervenants.
Ça va être vous quand même. Ça va être l'outil en main, enfin l'association locale qui inscrit sa fiche. Seulement, vous ne ferez pas le paiement final parce que c'est l'outil en main national qui fera les paiements enfin, au global pour tout le monde. Mais ça, vous pourrez voir avec eux. Les équipes sont, enfin, on en a parlé avec les équipes ensemble, donc ils vous tiendront informés. Vous allez recevoir, je pense, des infos prochainement avec eux. Peut-on inscrire une visite guidée de la ville de type historique sur réservation, donc payante, dans la programmation avec la thématique de cette année? Vous pouvez inscrire une visite de la ville dans la programmation sur réservation, oui, si vous mettez un mail de réservation pour que le public puisse réserver. Et payante, je dirais autant que possible de laisser les participations gratuites pour le visitorat. Maintenant, si c'est un prix symbolique, pourquoi pas, mais voilà, on essaye de laisser les programmations gratuites pour le public. Le poids maximal des photos de 5 mégas, est-ce que c'est par photo ou au total? C'est par photo le poids maximal des photos. Je suis juste dans l'onglet questions-réponses, ça fait quand même des questions, j'essaie de voir. Mhm. Est-ce qu'on peut compléter la fiche en plusieurs fois? Vous pouvez compléter la fiche en plusieurs fois, oui. Comme je le disais, vous pouvez sauvegarder un brouillon. Mais pensez bien à remplir tous les champs obligatoires, même si vous mettez n'importe quoi pour y revenir plus tard dans votre brouillon. Mais en fait, si vous ne remplissez pas les champs obligatoires, vous ne pourrez pas sauvegarder le brouillon. Donc vous cliquerez sur sauvegarder, mais il ne se passera rien. Et j'ai déjà eu le cas de figure de personnes qui cliquent sur sauvegarder, qui pensent que ça a sauvegardé alors qu'en fait, il ne s'est rien passé et qui ferment la page internet et qui donc ont perdu tout ce qu'elles ont fait. Si vous voulez sauvegarder un brouillon, pensez à bien remplir tous les champs, même en mettant n'importe quoi. Nous, de toute façon, les brouillons, on les regarde pas, on attend que vous les validiez. Donc, vous pourrez revenir et modifier le n'importe quoi que vous avez mis pour bien compléter avec les infos. Mais voilà, vous pouvez faire en plusieurs fois dans ce cadre-là. Une commune qui est porteur de projet et qui souhaite inviter un artisan belge sur son événement, mais qui n'a pas de Ouais, numéro, ouais. de code 9 ou autre, Ouais. est-ce qu'ils doivent passer par la boîte contact? Pour un artisan qui serait étranger, s'il n'y a pas le code SIRET français, effectivement, au pire, vous pouvez mettre 9-0 et puis voilà. C'est vrai que pour les étrangers, ça pose souvent question. Il n'y a pas forcément le même fonctionnement. D'ailleurs, les inscriptions au GEMA européenne ne passent pas par ce formulaire, mais par un autre information. Que les frais d'inscription sont remboursés en cas de sélection de la candidature. Non. Alors, je crois qu'on a fait une photo par artisan dans le cadre d'une expo collective. Pour une expo collective, quand vous rattachez les artisans, c'est une photo par artisan seulement. Vous ne pouvez pas en mettre plus. Ça suffit largement parce que, en fait, sur le site, quand il y a la cartographie, vous avez donc la fiche de votre événement avec en bas la liste des personnes rattachées. Et quand on clique sur les pros, on a une petite fenêtre qui s'affiche avec du coup leur photo dans un rond, un peu comme une petite photo de profil, et avec les deux, trois infos qu'on a remplies sur eux, de dire leur métier, leur réseau social, par exemple. Donc, en fait, une seule photo, ça suffit. Il y a vraiment un petit rond pour avoir une idée de ce que c'est le métier, quoi, vous voyez. Donc, une seule photo. Une personne qui organise un regroupement de formation métiers d'art et souhaite communiquer l'événement au sein des établissements scolaires. Ouais. Est-ce qu'ils doivent passer par nous concernant le support? Et s'ils créent leur propre support de com, est-ce qu'ils doivent faire apparaître le logo officiel et respecter la charte graphique? J'ai pas tout compris, mais oui, il faut respecter la charte graphique. Pardon, Ah oui, c'est c'est un un peu. cas de figure un peu compliqué, mais oui, oui, respectez la charte graphique et puis vous pouvez nous envoyer à la boîte contact vos supports de communication pour validation. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. Maïlis, est-ce Eh que tu as bien, identifié des questions qui n'auraient pas été remontées? bon, j'espère que c'est très clair pour tout le monde, en tout cas. C'était un peu long, mais j'espère que qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, hein, globalement, c'est un peu la réponse magique à tout, mais globalement, n'hésitez pas à nous faire un mail s'il y a quoi que ce soit. On prendra le temps qu'il faut, on vous répondra, même si c'est vrai que parfois on met un peu de temps parce que bah, il y a beaucoup de demandes, mais on reviendra vers vous et on vous donnera tous les éléments qu'on a. En tout cas, l'idée, c'est que ça se déroule le mieux possible. On va tout traiter en temps et en heure avant les GEMA. Et Ah sachez oui, que de notre côté. pardon. Petite question. Est-ce que sur son site, est-ce que à la place du site, ils peuvent mettre le lien vers leurs réseaux sociaux? Il y en a qui disent qu'ils n'y arrivent pas. Oui, bien sûr.
Oui, oui, en fait, dans le profil, on peut mettre qu'un seul lien. Donc, c'est vrai que c'est un peu à vous de choisir celui que vous souhaitez mettre, si c'est votre site ou vos réseaux sociaux. Mais par contre, dans les liens de l'événement, là, pour le coup, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez parce que c'est ceux qui seront visibles sur la carte pour le public. Donc là, sentez-vous libre, mettez tout, hein. Mettez Facebook, Insta, LinkedIn, Twitter. Non, Twitter, ça n'existe plus. Ben, ce que vous voulez, enfin, vraiment, mettez tous les liens qui vous semblent pertinents. Merci, Maëlys. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, et puis s'il y a des soucis techniques, encore une fois, faites-nous un mail, on essayera de voir au mieux avec notre prestataire si c'est un vrai problème technique que moi je ne sais pas gérer. J'ai un prestataire qui travaille sur le site, hein, qui nous développe toute la partie informatique. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est au bout de la ligne et comme je disais, on va tout mettre en œuvre pour que cette édition se passe bien. Je vous remercie beaucoup pour, en tout cas, votre soutien et votre présence à nos côtés. On sait que c'est une demande qui est compliquée, hein, qu'on fait de vous demander des frais de candidature. On espère que ça se renouvellera pas et que on va avoir un meilleur avenir en termes de subventions, et de finances. Mais on n'est pas les seuls, malheureusement, dans le domaine de la culture à pâtir un peu de ce côté-là. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie tous s'il n'y a plus de questions pour votre présence ce matin. On va bien mettre en ligne le replay de ce webinaire sur le site d'EGEMA. Donc, si vous avez raté le début, si vous avez encore des questions, on y a peut-être déjà répondu, vous pourrez voir le replay. Et puis, encore une fois, voilà, vous avez notre mail, notre contact. Vous nous écrivez et on vous répond. Merci à tous et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et puis une très bonne inscription au GEMA et on espère vous voir bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.